Ah non, j'en ai un super... Ah bah j'en ai un absolument magnifique. J'en ai un absolument magnifique sur les runes. Fun fact sur les runes de pouvoir, qui sont aussi appelées les runes telluriques. Dans la cinématique de Rise, l'appel du pouvoir, on voit à la fin, quand il repose sa rune dans cette cinématique, la rune rouge, on voit qu'il en a récupéré 4 différentes. Il y en a une verte, jaune, bleue et la rouge. Et si on se réfère donc du coup aux runes qui sont in-game, ces runes-là, c'est sorcellerie, résolution, domination et précision. Et il lui manque la rune de l'inspiration à Rise dans cette cinématique. Et dans Arcane, attendez, je vous retrouve l'image. Dans Arcane, le Hexcore de Victor qu'il fabrique, quand on regarde et qu'on voit les runes qu'il y a inscrites dessus, on voit qu'il y a les 4 runes. Ici, sorcellerie, ici, résolution, ici, domination, et ici, précision. Et c'est les 4 runes que Rise a trouvées, et il manque l'inspiration. Tout comme dans la cinématique de Rise. Moi, ma théorie à l'époque, quand j'avais vu ça, c'était qu'il y avait un lien entre les deux, et comme Rise n'avait pas encore retrouvé la rune de l'inspiration, il n'y avait pas encore de data dessus, il n'y avait pas encore d'informations libres d'accès dans Runeterra, et c'est pour ça que Victor n'avait pas réussi à trouver dans ses recherches la rune de l'inspiration pour faire en sorte que son hexcore soit stable. Parce que le hexcore, il n'arrivait pas à faire en sorte qu'il fasse ce qu'il veut dans la série. Il n'arrive pas à la faire fonctionner exactement comme il veut. Et je pense que c'est parce qu'il manque la rune de l'inspiration. Et dernier petit truc, c'est quand il y a, je crois, Sky, qu'elle s'appelle, qui vient avec ses livres et qu'elle se fait transformer en poussière, il y a une théorie qui dit que elle, c'était l'inspiration justement de Victor. Elle est amoureuse de Victor et elle travaillait pour lui. Et elle était très inspirée et en gros, ce serait une métaphore de l'inspiration. Et donc du coup, ce serait la 5e partie de ce hexcore. Et j'avais trouvé ça absolument génial. Le fait qu'ils utilisent ces 4-là, les mêmes que dans la cinématique. Alors, fun fact sur Sejuani et Bristle, donc son Druvasque, sa monture. Sejuani, elle a libéré Bristle d'un bateau noxien. Ça date de quand Bristle était encore tout petit. Sejuani voulait défier sa mère pour prendre le contrôle de son clan, donc la Griffe Hivernale. Et pour faire ça, elle a décidé de mener un raid contre des noxiens pour prouver sa valeur et avoir le soutien de sa tribu. Pendant ce raid, ils ont trouvé dans un bateau le Druvasque Bristle, le bébé Druvasque. Elle l'a sauvé et plus tard, en fait, il est resté avec elle et il a grandi pour être un des plus gros Druvasques jamais vu. Et il est resté entièrement fidèle à Sejuani tout ce temps. Après avoir mené ce raid, du coup, Sejuani, elle est revenue triomphante et elle a défié sa mère pour le contrôle de la Griffe Hivernale et elle a réussi. Elle a fait tout ça parce que la Griffe Hivernale elle était tellement mal en point qu'ils avaient recours à l'aide des gardiens du givre et donc de Lysandra et que ça l'a dégoûté totalement d'avoir besoin de leur aide. C'était un petit peu la honte quoi pour la Griffe Hivernale et elle se disait qu'elle serait une meilleure chef et c'est pour ça qu'elle a défié sa mère et qu'elle a fait tout ça. Fun fact sur Evelyn, mais d'abord, je m'hydrate. Code Bubule pour 10% sur vos commandes Oli. Evelyn, maintenant qu'elle peut se le permettre, elle choisit ses proies et il faut que ce soit des personnes qui ont beaucoup à perdre. Il y a une histoire dans laquelle il semblerait qu'elle est à Bilgewater, elle a faim, comme toujours, elle veut trouver quelqu'un à faire souffrir. Elle tombe évidemment sur des marins qui sont ivres sur les quais et elle se dit tiens, je pourrais me servir de celui-là, je pourrais torturer lui, mais elle réalise qu'en fait il est ivre et une personne ivre ressent moins la douleur et donc du coup le goût entre guillemets de ses émotions serait moins bon. Et en fait, elle se balade à travers la ville jusqu'à tomber sur quelqu'un qui se balade gaiement avec un bouquet de fleurs sous les bras en train de rentrer chez lui pour retrouver sa femme. Et elle se dit, lui, c'est lui que je veux. Et au final, elle le suit jusqu'à devant chez lui et il est littéralement en train de voir sa femme par la fenêtre alors que Evelyn le séduit. Parce que Evelyn, elle a pas seulement son look, elle a aussi des pouvoirs de persuasion démoniaques, un petit peu comme Tahm Kench aussi. Et au final, apparemment, elle forcerait la femme du mec à regarder pendant qu'elle le torture. Voilà.
Alors, fun fact sur Zoé. Zoé est une des manifestations du crépuscule. C'est pas la seule dont on est au courant dans le lore. L'autre s'appelait Mihira et c'est elle qui a donné le pouvoir aux humains d'enfermer les Darkin. Donc ça, c'était la manifestation qu'il y avait avant Zoé. Et la suivante, c'était donc Zoé. Le truc, c'est que les pouvoirs de cette manifestation sont tellement intenses que c'est pas sûr que Zoé soit la seule manifestation du crépuscule à exister à un instant T en fait. Ce que je veux dire, c'est que Zoé elle a la capacité de voyager dans le temps et dans des différents univers. Donc si Mihira et les autres manifestations de crépuscule qu'il y a eu dans le passé avaient la même capacité, ça veut dire qu'il y a plusieurs d'entre eux ou plusieurs d'entre elles qui peuvent exister en même temps, potentiellement. Ça n'a pas été confirmé ou quoi, mais pour moi, si Zoé elle a la capacité de voyager dans le temps, ça veut dire qu'elle aurait pu remonter le temps et assister Mihira, l'ancienne manifestation du crépuscule, et il y en aurait deux en même temps. Après, peut-être qu'elle peut voyager que vers l'avant. Ça, c'est une autre possibilité, ce qui réduirait un petit peu ses pouvoirs. Mais il est dit qu'elle peut aussi voyager dans d'autres univers. Donc, les pouvoirs de Zoé sont quand même vachement intenses et à mon avis vont être un petit peu difficiles à expliquer pour le MMO et tout ça. Fun fact sur Azir. Comme les deux autres transfigurés qu'on avait déjà sortis, Renekton et Nasus, il est inspiré évidemment de la mythologie égyptienne. Nasus, c'est Chacal, qui ressemble donc du coup à Anubis. Renekton, c'était le crocodile qui ressemble du coup à Seth. Azir, étant l'empereur, il a bien fallu qu'ils prennent Horus ou Ra. Il y a Horus et Ra. Il y a les deux en fait. Ra, ouais c'est ça, c'est Ra. Les deux ils se ressemblent je crois. Horus c'est plus un pigeon. Ra c'est l'aigle, voilà. Voilà, c'est le dieu Ra dans les mythologies égyptiennes. C'est genre le chef des dieux. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont choisi cette forme-là pour Azir, parce que étant l'empereur des transfigurés, enfin l'empereur de Shurima et l'empereur des transfigurés, ils ont copié-collé un petit peu la mythologie égyptienne. Il y a plein de trucs comme ça à travers le lore de League of Legends où ils se sont inspirés. Notamment la dernière fois, je faisais une fun fact à propos de Trundle, où je racontais qu'il y avait une histoire où il faisait un concours de bouffe avec un autre troll, et en fait ça aussi, ça vient d'une histoire apparemment nordique, d'un troll, je sais plus le nom, il y avait des gens dans les commentaires qui m'avaient dit ça. Sobek, pas Seth? Je me suis trompé? Ah non, t'as raison, ouais, c'est Sobek, pardon. Seth, ouais, non, c'est pas Seth. Seth, c'est un autre qui ressemble un petit peu à Anubis. Oui, donc voilà, bon, je suis pas aussi calé sur le lore de la mythologie égyptienne que je suis calé sur le lore de Runeterra. Donc ouais, non, c'est Sobek, le nom du dieu du Nil, qui a une tête de crocodile dans la mythologie égyptienne. Voilà, voilà. Fun fact sur Wukong. Au début, il s'appelait Kong, déjà. Il n'avait pas le Wu. Et c'est uniquement après qu'il soit devenu le disciple de Maître Yi que Maître Yi lui a attribué le titre honorifique Wu du clan Wuju pour faire de lui Wukong. Ça, c'est première partie de l'histoire. Et pendant leurs entraînements, Wukong a réussi à battre Maître Yi. Bon, c'était des séances d'entraînement, mais il a réussi à le battre en l'affrontant dans un champ de fleurs et en profitant de la poussière de quand il a frappé dans les fleurs. En gros, il a disparu en faisant un nuage de pollen et il a réussi à arriver dans le dos de Maître Yi et le faire tomber. Et c'est ça, en fait, le fait d'arriver à le battre en duel, c'est ça qui a fait que Maître Yi a accepté d'enseigner le Wuju à Wukong. Maintenant, Wukong, d'après les cartes de Legends of Runeterra, on apprend que lui aussi, il enseigne le Wuju aux nouveaux disciples. Ça fait partie de toute la chronologie des Darkin, avec le Xolani qui revient. En fait, on apprend qu'il y a des nouveaux disciples de Wuju et que Wukong fait partie des maîtres avec Maître Yi. Et j'espère qu'on arrivera bientôt à avoir la carte de Wukong sur Legends of Runeterra. Ce serait vraiment très très cool. Donc fun fact sur Lysandra et le Freljord au sens global, il y a une histoire qui s'appelle L'œil dans les abysses où on apprend que les gardiens du givre de Lysandra, chaque année, il y en a certains qui sont sélectionnés pour descendre dans l'abîme hurlant tout en bas pour vérifier si les protections contre le néant tiennent toujours bien en place. Il y a des sites où en gros il y a des piliers de glace pure qui ont été érigés par Lysandra il y a des milliers d'années et sur lesquels il y a des runes qui sont inscrites et il faut que ces sublimés qui font partie des gardiens du givre aillent voir, ils descendent les différents ponts parce qu'il y a plein de ponts qui traversent l'abîme hurlant et ils descendent et ils arrivent jusqu'en bas, littéralement à la frontière, à l'endroit où les veilleurs ont été enfermés en fait. Et ils doivent donc vérifier que ces runes soient bien encore en place, qu'ils n'aient pas commencé à fondre ou disparaître ou quelque chose comme ça. Et donc le site qu'ils doivent vérifier, en fait, il y a 9 de ces grandes colonnes qui sont en place. Et dans cette histoire-là, il y a une des colonnes sur lesquelles il y a des runes qui ont commencé à disparaître. Et on voit qu'il y a une entité du néant qui commence à en sortir et qui attaque les sublimés
qui étaient censés faire cette vérification. Ils doivent alors fuir, ils sont partis à 3, il y en a un qui se fait tuer instantanément, les 2 autres ils doivent repartir le plus vite possible et ils remontent. Le mec qui s'est fait tuer par le néant, il est devenu un néantin par la suite, ils doivent se battre contre et tout, et ils remontent à la surface et ils commencent à prévenir toute la citadelle et tous les gardiens du givre que la glace a commencé à fondre et qu'il faut faire quelque chose, et ils préviennent Lysandra, tout ça. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe par la suite. Alors, fun fact sur le squalacanthe. Le squalacanthe, c'est le poisson, entre guillemets poisson, mais plutôt énorme monstre marin, qui a avalé Pike et qui l'a tué et fait revenir en tant que mort-vivant. La raison pour laquelle Pike était justement confronté à cet animal, c'est parce que ils ont des espèces de glandes de saphylite dans lesquelles il y a une substance qui permet d'être distillée en élixir, utilisée à Bilgewater et vendue à travers tout Runeterra. Et ça vaut très très cher, évidemment, parce que la seule façon de les récupérer, c'est pendant que le poisson est encore vivant. Donc en gros, Pike devait récupérer ses glandes sur un squalacanthe vivant, et le capitaine de son navire a été beaucoup trop effrayé et il a coupé la corde qui retenait Pike au bateau et l'a laissé se faire bouffer. Mais ce n'est pas le seul poisson comme ça qui existe, il y en a plusieurs autour de Bilgewater. Et le fait qu'il faille les récolter pendant que le poisson est encore en vie, c'est ça qui fait notamment que c'est extrêmement cher. Bon alors fun fact sur Skarner et sur le peuple des Bracairns, enfin le peuple, l'espèce, les Bracairns, ils passent énormément de temps à hiberner. Bon, ils passaient, parce que maintenant il n'y en a plus, il n'y a plus que Skarner apparemment, jusqu'à son rework du lore. Ils passaient énormément de temps à hiberner, et en fait, c'est ce qu'ils ont fait pendant la guerre runique notamment. Ils ont remarqué que c'était trop le bordel, la guerre runique et la destruction qu'il y avait autour d'eux, le malheur apporté par les humains, ils se sont dit... On va les laisser se calmer pendant un petit moment, et ils sont partis en hibernation et ils se sont cachés sous les sables de Shurima pendant sensiblement des siècles et des siècles. Jusqu'à ce qu'ils soient découverts par les Piltoviens qui les ont récoltés pour leur Crystal Extech. En gros, ils passaient soit du temps à être actifs, soit du temps à être endormis. Et du coup, c'est un des plus anciens peuples de Runeterra. C'était un des plus anciens peuples de Runeterra. Ils étaient là depuis bien avant les humains. Alors fun fact sur Ahri, ça va permettre de répondre à une question que j'ai vue en commentaire. Qu'est-ce que fait Ahri à Bilgewater dans Ruin King? Et en fait, c'est parce qu'elle est à la recherche de son passé. Parce qu'elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas qui sont ses parents. En fait, elle a des souvenirs qui remontent que à genre 200-300 ans. Et avant ça, elle ne sait pas qui elle était, elle ne sait pas d'où elle vient. Mais elle a eu quelques informations avec l'orbe. L'orbe qu'elle a avec elle, ça a été crafté par quelqu'un qui s'appelait Imelo. Et vu que c'est la seule chose qu'elle avait dans ses premiers souvenirs, elle s'est dit qu'elle va partir à la recherche d'autres artefacts et peut-être trouver cet artiste ou trouver des gens qui ont des informations là-dessus, etc. Et toute cette recherche l'a emmené à rencontrer Yasuo pendant le festival de la fleur spirituelle, et après ça ils sont partis ensemble à Bilgewater pour continuer cette enquête, et ils se sont retrouvés au milieu de toute cette histoire de la brume noire qui est arrivée avec Viego qui est revenu à la vie au moment de Ruin King. Et c'est pour cette raison là qu'elle est à Bilgewater. Tu révises chaque fois avant tes streams, non? Si je devais inventer un champion, je pense que je ferais le transfiguré caché, c'est-à-dire un transfiguré qui aurait fui après la bataille d'Ikatia, qui aurait fui Shurima, qui aurait fui Valoran, qui aurait fui tous les continents, et qui serait parti à l'est, sur le continent de Nila justement, pour se réfugier parce qu'il aurait trop peur de la guerre des Darkin et de la guerre contre le néant et tout ça. Et il serait resté caché là-bas pendant des millénaires en fait. Il aurait pu genre devenir une divinité sur ce continent-là. Il pourrait avoir un lien avec Nila qui aurait tenté de l'affronter ou quelque chose comme ça, ou peut-être même qu'il aurait un lien avec l'enfermement du démon de la joie à Shlech, et donc potentiellement lui qui aurait guidé Nila à avoir son démon, je sais pas. Et en gros, il serait resté là-bas, et quand il y a eu la ruine et tout ça, et au moment où Nila, elle est justement partie de son continent, lui, il aurait eu vent de ce qui s'est passé, et comme quoi la guerre des Darkin aurait été terminée, parce qu'il se serait vraiment réfugié, et coupé les ponts avec son monde de avant, et il aurait appris tout ce qui s'est passé grâce aux événements de la ruine qui ont vraiment affecté le monde entier, et il pourrait se dire: ah putain, il se passe des dingueries là-bas, je vais y retourner. Et il pourrait faire son retour, revenir sur le continent de Shurima, et se dire: Azir est revenu, Xerath et Azir ils se font la guerre, de quel côté je me mets,
Est-ce que j'ai envie de repartir me joindre à l'empereur? Est-ce que au contraire j'aimerais me mettre du côté de Xerath parce que l'Empire c'est ce qui nous a fait perdre cette guerre? Il aurait un choix intense à faire. Il apprendrait toute cette histoire de galerie souterraine avec le néant, Belveth qui arrive, il pourrait avoir quelque chose à avoir là-dedans, et donc du coup il rencontrerait Kai'Sa qu'il pourrait aider. Il y aurait tellement d'histoires à élaborer sur ce genre de champion, ce serait insane. Merci d'avoir regardé la vidéo, et n'oubliez pas que grâce au code promo Bubule et Bubule5, vous pouvez avoir des réductions sur vos commandes Holy. Et si vous utilisez mon code, ça permet de me soutenir. Allez, à la prochaine!